Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 27 avril 2019. For me, I'm Spon Sanda. Good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon. In this edition of the newscast, we announce to you that Ni John Fundi has been released. The national chairman of the Social Democratic Front party has been released after several hours in captivity. The SDF party says the chairman was taken by kidnappers in Kumbu in the Bui division of the northwest region of Cameroon this morning. We shall be having an official, of course, the shadow cabinet minister of communication of the SDF party in this edition of the newscast. We shall equally talk about the regretting of the deepening socio-political crisis in the two English-speaking regions of the country. And of course, an official of the Catholic Church has regretted that the crisis is worsening further. He is the Bishop of Kumba, a Kumba diocese of the Roman Catholic Church in Cameroon. Up North Cameroon, we take you to Kolofata to see how Kolofata is fighting to come out of the hardship that the Boko Haram activities has caused to inhabitants of this locality in the far north region of the country. More on this and more in this edition of the news. Les tensions sociales ont atteint un pic dans les régions anglophones au Cameroun, de nord-ouest, au rythme des attaques ainsi que kidnapping. 24 heures après l'enlèvement de la vice-présidente du Sénat, Emilia Kézé, le chairman du SDF, Ni John Fundi, a été enlevé puis relâché quelques heures plus tard par des hommes armés alors qu'il se rendait à l'enterrement de l'honorable Banazem dans le Buis. On en parle dans ce journal avec Jean-Robert Wafo, cadre du SDF. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. William Ayeme et Wilfred Kamchouin ont passé leur première nuit au domicile de leurs parents au lieu du Titi Garage à Yaoundé. Écroués à la prison centrale de Yaoundé depuis une dizaine de jours, ils ont été remis en liberté hier soir et devraient donc reprendre l'école dès ce lundi. Les parents émus saluent les efforts de la chaîne du peuple Equinox Télévision, dont l'implication dans ce dossier a permis un dénouement heureux. Le reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop. Le jour se lève au quartier Fandena, lieu dit Titi Garage. Alors que le soleil tarde à dévoiler ses premiers rayons, William Ayeme met de l'ordre tout autour de la maison familiale. C'est son premier acte majeur de la journée, au lendemain de sa sortie de prison. Ce qui m'a motivé, c'était qu'il y avait la joie. Je me suis trouvé à la maison. Pendant mon absence, j'ai trouvé que les choses avaient changé et je me suis mis au travail. Ce matin, mon fils m'a surpris. Il m'a surpris comment? Parce que dès qu'il se réveille, il voit la maison qui était sale. Il s'est jeté directement dans le travail comme vous l'avez trouvé là. Je l'ai seulement vu prendre la roue. Comme je vous ai dit au départ que Willy était tout pour moi. Tout à côté, Wilfried Kamchouin, son ami et voisin d'infortune, qui s'est également levé de bonne heure, s'occupe lui aussi des tâches ménagères et principalement de la vaisselle. Depuis que tu passes, c'est mes petits frères qui le faisaient, c'est pour ça que ce matin, j'ai donc pris l'initiative de commencer les petits travaux ménagers là. Chaque soir, je passais là, je guettais son lit, il c'était toujours vide. Hier soir, quand il s'est couché, je suis encore allé regarder si vraiment c'est lui qui est couché. Mais je l'ai vu que c'est lui, je l'ai appelé, il m'a répondu, j'ai compris que c'était vraiment lui. Parce que depuis là, je n'espérais même plus. Vraiment, je remercie infiniment tous ceux qui ont contribué à cette libération, de près ou de loin. Je pense à M. David Eoudou, je pense aux avocats, je pense à Equinox qui a fait un débat extraordinaire par rapport à ce problème. Que Dieu leur donne longue vie et que leur métier là, que ça prospère. Remis en liberté autour de 19h le vendredi 26 avril 2019, soit quasiment un mois après leur interpellation. Les deux mineurs ont retrouvé la chaleur familiale pour une nuit qu'ils n'oublieront pas de sitôt, ainsi que leur géniteur. Je suis fière, monsieur. Quand j'ai vu mon fils, bon, j'ai écrasé quelques larmes sur moi. Bon, après c'est passé. J'ai l'habitude de me lever, dans les 5 heures. 5 heures, moi-même, je suis déjà debout. Mais aujourd'hui,
À 6 heures même, j'étais encore en train de dormir. Parce que j'ai dormi hier avec vraiment la tête reposée. Je n'ai pas tellement réfléchi dans la nuit. Je n'ai pas sursauté cette nuit comme je le fais souvent. Parce que des fois, tu dors à un moment, tu sursautes, l'enfant est où? C'est grâce à plusieurs actions conjuguées portées par la télévision du peuple que le juge, après leur audition au tribunal de Kounou, a acté la libération de William et Wilfried, qui ont hâte de retrouver leurs camarades de classe lundi prochain. La leçon tirée est que même si tu vois la chose de quelqu'un, même si devant tes pieds, il faut passer. De peur d'être encore embarqué dans les cellules ou les prisons, dans le vol là, ça passe dans nos têtes. J'ai envie de retrouver tous mes camarades qui sont à l'école pendant que moi j'étais en cellule. J'ai envie de les retrouver. Désormais, sous la responsabilité des parents qui doivent les présenter chaque fois que la demande se fera sentir, les deux gamins peinent à oublier la dizaine de jours passés à la prison centrale de Yaoundé. Au niveau de la brigade, nous sommes aussi très mal à l'aise parce que nous faisons nos besoins dans la brigade, dans la cellule. Et nous prenons à manger dans cette même cellule, donc c'était vraiment sale. C'est ça qu'on a peut-être acquis des maladies qui ne se manifestent pas encore. Au niveau de la prison centrale même, là-bas c'était vraiment un calvaire parce que tu te lèves le matin, tu n'as pas quoi manger, tu attends jusqu'à 14 h pour avoir la ration pénale. Une page regrettable qu'il faut tourner pour ouvrir une nouvelle, plus gaie et débarrassée de tout acte négatif. J'ai dit à mon fils de m'écouter, écouter les conseils de ses parents, qui ne reprennent plus, qui ne se laissent plus emporter par la mauvaise compagnie. C'est un enfant brave. Mais depuis un temps, il a commencé à négliger, depuis qu'il a commencé ces histoires-là, il a commencé un peu à négliger l'école. Mais je pense lundi, moi-même, je vais passer à l'école, je vais aller avec lui. Je vais essayer d'expliquer peut-être encore une fois de plus à son professeur titulaire ce qui s'est passé, peut-être même au censeur et au proviseur, pour qu'il puisse reprendre vraiment dans la sérénité. Rappelons que c'est le 30 mars dernier que le malheur commence, lorsque William Ayemé et Wilfried Kamchouan sont interpellés par la gendarmerie, puis écroués au bout de 2 semaines à la prison centrale de Yaoundé pour vol de 200 000 francs CFA. Et je vous le disais en titre, le chairman du SIF, Ninjon Frunji, est libre. Il a été libéré ce samedi après avoir passé quelques heures entre les mains de ses ravisseurs dans le nord-ouest. Il a été kidnappé alors qu'il se rendait à l'enterrement d'un militant, notamment l'honorable Mbanazem, député Kumbo, dans la région du sud-ouest, nord-ouest du Cameroun. Selon des sources, le chairman était à la tête d'une dizaine de véhicules lorsque les individus les ont interceptés. Un enlèvement qui survient après celui de la vice-présidente du Sénat, Emilia Kézé, cadre du SIF, donc qui a été kidnappée hier non loin de la résidence de Ninjon Frunji, alors qu'elle se rendait elle aussi aux obsèques de son camarade Mbanazem. De fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux annonçant sa libération, mais elle est toujours détenue par ses ravisseurs depuis hier. Et pour parler de la libération du chairman Ninjon Frunji, je reçois sur ce plateau Jean-Robert Wafo, ministre du Shadow Cabinet du SIF, en charge de l'information et des médias. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Nadine Yambou, bonsoir tous les téléspectateurs d'Equinox. Alors, quelles sont les dernières nouvelles concernant la situation de Ninjon Frunji? Où se trouve-t-il en ce moment? Actuellement, le chairman se trouve à Kumbo. Il a rejoint, n'est-ce pas, les camarades du parti qui sont allés enterrer l'honorable Banazem. Voilà, on peut dire que tout est bien. Bon voilà, il y a eu un dénouement heureux, acceptable, n'est-ce pas, à la fin. Le chairman est là, il a été libéré par ses ravisseurs. Alors que les obsèques de l'honorable Mbanazem se déroulaient notamment à Kumbo, les nouvelles sur le kidnapping de Ninjon Frunji ont répandu comme une traînée de poudre. Que s'est-il réellement passé ce samedi? En fait, le cortège, bien évidemment, il y avait tout un convoi. Le convoi a choisi de passer par Ngoketunja, parce que nous avons également un responsable là-bas, l'honorable Yoyo, qui a été député de Ngoketunja. Donc, après Ngoketunja, on devait atteindre le Buis. Et voilà, à un certain nombre de kilomètres, il y avait des contrôles alternés. Quand on parle de contrôle alterné, il y avait les contrôles des hommes en tenue, donc des militaires. Il y avait également donc, les contrôles des gens en civil. Voilà, on n'avait pas de choix, parce que quand c'est comme ça, bien évidemment, il fallait se soumettre à tous ces contrôles. Alors voilà qu'un contrôle, n'est-ce pas, au niveau donc, de Kumbo, le convoi a été interpellé. Oui.
Bien évidemment, ils ont fouillé les différents véhicules. Parce qu'à la tête de ce convoi, il y avait le véhicule de l'honorable Yoyo. Après, il y avait le corbillard, le chairman John Fondi, le véhicule du défunt qui transportait, n'est-ce pas, la défunte. Voilà. Donc, ils ont contrôlé tout le monde. Quand ils sont arrivés donc au niveau, après ils sont revenus vers le véhicule du chairman, ils ont sommé le chairman de les suivre. Alors il y a eu de la résistance, alors qu'ils ont tiré en l'air et puis le convoi n'avait plus de choix. Ils ont exigé que le véhicule du chairman les suive. Alors ils sont allés avec le chairman qui était accompagné, qui était avec 4 personnes dans le véhicule, dont son chauffeur et le camarade membre du NEC, Joseph Atekwana, et puis un autre camarade. Bon voilà, donc... Et en d'ailleurs, en raison du contexte sécuritaire difficile, y avait-il des dispositions particulières pour le passage du convoi du chairman? Mais je vous dis, c'est une situation difficile c'est-à-dire extrêmement difficile que vivent les populations du nord-ouest et même d'ailleurs du sud-ouest. Voyez-vous, je me dois donc à la vérité de dire que le pire, on aurait pu assister au pire si le convoi avait été accompagné par les militaires. Pourquoi? Par les hommes en tenue. Parce qu'effectivement, quand ils ont contrôlé, ils sont mis donc à contrôler, n'est-ce pas, les différents véhicules. S'ils avaient trouvé un homme en tenue en civil, mais en civil, donc un militaire en civil, alors là, le pire aurait certainement été enregistré. Bon voilà. Donc ils ont contrôlé, ils se sont rendus compte que bon voilà, il n'y avait pas d'homme en tenue et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était quoi? C'était de demander au convoi du chairman donc de les suivre. Il y a eu résistance, mais quand ils ont tiré les coups de feu en l'air... Y avez-vous des informations précises sur les ravisseurs ainsi que leur motivation? Non, mais nous n'appartenons pas à la sécurité de l'État pour savoir de quoi ça retournait. Bon voilà, de quoi ça retourne également. Bon voilà, c'est le chairman qui viendra peut-être élucider les circonstances précises de sa détention, je veux dire de sa prise en otage. Mais c'est le lieu ici pour moi de dire tout simplement une chose. C'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'on attend depuis dans ce pays pour qu'il y ait un dialogue politique national inclusif sur la crise qui secoue les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais imaginez-vous si le chairman, à la suite de cette prise d'otage, le chairman avait été assassiné. Que n'aurait-on pas observé dans ce pays? Non, je pense pour ma part que ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont à Yaoundé et qui nous gouvernent, doivent prendre conscience de ce que nos populations, nos compatriotes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest vivent un drame insoutenable. Parce que si j'ai un convoi, tout un convoi est attaqué. Combien de fois pour ceux qui marchent seuls? Donc voyez-vous, c'est le lieu ici, n'est-ce pas, pour moi également de remercier le camarade, le maire de Kumbo, John Evalitus, qui a joué un rôle extrêmement important. Justement, parlant des négociations, quelles sont les négociations que vous avez entreprises pour la libération du chairman du SDF? Non, mais écoutez, nous savons très bien, bref, nous savons évidemment que le maire John Evalitus a joué un rôle extrêmement important. Oui. Parce que bien évidemment, il est maire de Kumbo. Et voilà, c'est-à-dire qu'il fallait à tout prix éviter que un clash ne suive. Les détails, je ne saurais, n'est-ce pas, vous le dire ici, pour ne pas mettre également un certain nombre de personnes en insécurité, encore que, précisément, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas les détails, n'est-ce pas, de cette affaire. Mais ce qui a lieu de dire, c'est quoi? C'est que, vivement, qu'il y ait un dialogue national politique inclusif, n'est-ce pas, sur la crise qui secoue ces deux régions. Vous l'avez évoqué en début, mais que traduit pour les téléspectateurs, pour vous, ce kidnapping du chairman John Fondi pour la toute première fois depuis le déclenchement de la crise anglophone il y a près de 3 ans déjà? C'est vrai que le kidnapping c'est pour la première fois, mais n'oubliez pas que le chairman, la résidence du chairman a été attaquée au tout début de la crise en 2016. Oui, son domicile avait été attaqué, à Tarikon même, son domicile donc Tarikon avait été attaqué. Et c'est le lieu pour moi. Et hier également, vous avez signalé, n'est-ce pas, le kidnapping de la sénatrice Emilia. Oui. Donc, c'est pour vous dire, si déjà des hautes personnalités sont attaquées, ça veut, donc il y a lieu de craindre le pire. Et je pense pour ma part qu'il est encore temps, parce que visiblement, les preneurs d'otages
cette prise d'otage qui a condamné, bien sûr. Mais on a comme impression, que les preneurs d'otages sont en train de donner des signaux permanents. C'est vrai que ça va poser donc le problème de faut-il négocier avec eux ou pas, oui, avec les séparatistes ou pas. Mais pour ma part, je pense que si on peut mettre sur pied un mécanisme qui permet d'éviter qu'il y ait un mort supplémentaire, je pense qu'il faut l'implémenter. Oui. Parce que un mort de plus sera toujours un mort de trop. Vous nous rassurez que le chairman se porte bien? Oui, à l'heure où je vous parle, il se porte très bien. Il se porte bien. C'est clair que quand on a vécu une situation pareille, c'est pas facile qu'on se remette, mais les informations que j'ai en ma possession font état de ce qu'il est avec les cadres du parti. Il est là, il est serein et bien évidemment, le moment venu, il choisira, n'est-ce pas, le temps qui lui convient pour s'exprimer sur cette affaire. Ça, c'est clair, mais une fois de plus, le SDF a une pensée pour ceux qui ont prié pour que le pire ne survienne pas. Le SDF a également une pensée, n'est-ce pas, pour tous ceux qui ont, n'est-ce pas, contribué à un dénouement heureux de cette situation, qu'il soit du parti ou pas. Bon voilà, donc je dis, cette affaire de prise d'otage du chairman devrait amener, n'est-ce pas, le régime de Yaoundé à réfléchir au moins par 9 fois. Et vous avez des nouvelles sur le cas d'Emilia Kézé, toujours détenu? Mais bon, maintenant, nous allons faire un communiqué là-dessus. Oui. Pour le moment, hier, on nous a d'abord fait comprendre qu'elle avait été libérée. Bon, ben ensuite, il y a eu, comment je peux dire, il y a eu des gens, il a dit qu'il y a eu un démenti. Oui. Par la suite, les gens ont encore fait état de ce qu'elle était toujours maintenue. Et voyez-vous, nous communiquerons là-dessus dans les plus brefs délais. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que le simple fait de la retenir, de la prendre en otage, de prendre une personnalité de cette importance, je vous rappelle qu'elle est vice-présidente du Sénat. Oui. J'ai dit, ça traduit, n'est-ce pas, l'insécurité dans laquelle baignent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je dis une fois de plus, il ne sert à rien de bomber le torse. Il faudrait que le régime de Yaoundé suive, n'est-ce pas, les solutions de sortie de crise qui lui sont proposées parce que, voyez-vous, aujourd'hui c'est le Nord-Ouest, le Sud-Ouest. Demain, il risque d'avoir un effet domino, n'est-ce pas, dans d'autres régions qui sont limitrophes. Encore qu'on nous signale déjà que du côté du littoral de Banga et de Mombo, que la situation est déjà préoccupante de ce côté. Et que du côté de l'Ouest, au niveau donc, de Babadjou et de Bafoussam, bon voilà, il ne faudrait pas qu'on passe d'une situation préoccupante à une situation extrêmement inquiétante et incontrôlable. Merci. Donc vivement qu'il y ait un dialogue politique national inclusif, et ça sur cette crise anglophone, parce que sans ce dialogue politique national inclusif, le pire pourra venir, un pire dont nul n'a absolument besoin en ce moment sensible de la vie de notre pays. Merci Jean-Robert Wafo d'être venu ce samedi pour nous parler de la situation du chairman John Frondi. C'est nous qui vous remercions. Et je rappelle que vous êtes ministre du Shadow Cabinet du SDF en charge de l'information et des médias. Et précisons également, mesdames et messieurs, qu'en plus des enlèvements qui secouent le social démocratique Front, ce parti a mis en terre ce week-end des membres influents du parti, notamment l'honorable Mbanazem, qui a été inhumé ce samedi à Kumbo, dans la région du nord-ouest Cameroun. Le président du groupe parlementaire du SDF est décédé, faut-il le préciser, le 30 mars dernier des suites de maladies. Et sur place à Douala, c'est le Adolphe Samé qui a été inhumé dans le caveau familial dans la capitale économique. Il est donc inhumé ce samedi et précisons qu'il est décédé le 28 mars des suites de maladies. Donc, ces inhumations ont eu lieu en présence des dignitaires Sawa ainsi que des personnalités du gouvernement ainsi que cadres du SDF venus rendre un dernier hommage à leurs camarades du parti. Et rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord Cameroun, la commune de Kolofata, l'une des communes les plus affectées par la guerre contre Boko Haram, évalue les dégâts de ce conflit armé qui dure depuis plusieurs années déjà. Le reportage de Gladys Sidi Amadou Daïro.
Kolofata pense progressivement ses plaies après les multiples exactions de la secte Boko Haram. Durant plusieurs années, les islamistes ont dicté leurs lois, paralysant l'économie de toute la région de l'extrême nord. Avec le calme précaire qui règne, les autorités se sont réunies pour trouver des voies et moyens pour la relance des activités en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le domaine scolaire, nous avons mis l'accent sur vous savez que sur une cinquantaine d'écoles, moins d'une quinzaine sont fonctionnelles. Et maintenant, avec la reprise de la vie normale, notre premier souci est de réhabiliter les écoles qui ont été détruites par la secte Boko Haram. En même temps que nous renforçons avec des bâtiments nouveaux les écoles qui sont fonctionnelles. Bon, en matière d'adduction d'eau, la ville de Kolofata elle-même bénéficie de l'adduction d'eau à partir du barrage de la retenue de Mokolo. Mais il faut comprendre que cette population, la population de Kolofata a triplé. Et donc, cet approvisionnement en eau à partir du barrage de Mokolo nous soulage en grande partie, mais ne satisfait pas tous les besoins. Éducation, santé, sécurité, accès à l'eau potable, pratiquement tous les secteurs ont été paralysés à la suite de la guerre contre Boko Haram. De nombreuses localités ont été coupées les unes des autres suite à la dégradation du réseau routier. Réunis en groupe, des jeunes de Kolofata tentent aujourd'hui de réhabiliter les routes. Il y a un changement. Nous encourageons les jeunes de vraiment s'organiser de cette manière. On les encourage de faire prochainement même comme ça, de venir nous porter secours pour réhabiliter notre piste entre Mora, Kerawa, le carrefour de Gansey jusqu'à Amchide. La commune de Kolofata a été affectée par la guerre contre Boko Haram. La session ordinaire de son conseil municipal a permis d'évaluer une fois de plus les dégâts et de faire des projections budgétaires pour l'année en cours. Et la vie a repris son cours normal à Obala. Décision a été prise de réactiver les comités de vigilance et éradiquer les pharmacies du poteau qui facilitent la consommation du tramol par les jeunes, des résolutions et bien d'autres qui ont sanctionné une réunion de crise présidée par le préfet de la Leki. Le reportage de Charles Melingui, Marcelin Gansop. Chacun signera cette déclaration. Après la pluie, c'est le beau temps. La vie a repris son cours normal à Obala. Les scènes effroyables de jeudi dernier relèvent désormais du passé. Les filles et fils de cet arrondissement ont lavé le linge sale en famille, en prenant l'engagement d'œuvrer plus que par le passé au renforcement du vivre ensemble. Nous devons travailler en étroite collaboration avec les autres communautés pour assurer le vivre ensemble. Comme la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et je suis très content parce que tout le monde a demandé pardon. Et je crois que Dieu va nous pardonner. Présidé par le préfet de la Léquier, cette rencontre, aux allures de conseil de famille, a débouché sur plusieurs résolutions tendant à instaurer un climat de confiance et à préserver ce qu'il y a de plus cher, la paix. Nous avons tous reconnu nos torts réciproques, voudrais-je dire. Il s'agira de mettre en application les instructions, notamment celles qui concernent la rutinisation des comités de vigilance. Nous vivons un phénomène ici, monsieur le préfet, qui n'a pas de nom. Si vous voulez venir ici dans la nuit, vous allez noter qu'il y a de l'insécurité que, pour dire même à un enfant que, pardon, laisse ce que tu fais là, tu deviens un problème. Qu'il s'agisse du préfet de la Léquier, du sous-préfet et du maire d'Obala, que des parlementaires, opérateurs économiques, leaders religieux et autres chefs de communauté, tous ont exorcisé les démons de la division afin que pareille confusion n'ait plus jamais droit de citer à Obala. Prenons l'engagement, comme un seul homme, à barrer la voie à toute velléité tribaliste au sein de nos communautés qui vivent ensemble et en toute intelligence depuis des décennies. Mettons en place un comité de sages dont la mission permanente est de prévenir ou de modérer les tensions entre les différentes communautés sociologiques qui composent la localité d'Obala. La vente illicite des médicaments, dont le tramol, qui fait perdre la tête aux jeunes. Vous les connaissez, vous les vendez même.
Et vous oubliez que c'est vos enfants qui vont consommer avec les résultats que ça va donner. Donc, monsieur le sous-préfet, j'insiste à nouveau, la lutte contre la vente illicite des médicaments. La prolifération des débits de boissons et le désordre urbain sont autant de défis que doivent relever les autorités de la ville d'Obala, tirant les leçons des échauffourées des mercredis 24 et jeudi 25 avril 2019. Dans le reste de l'actualité, les populations de Dizangué, dans le département de la Sanaga-Maritime, sont victimes des attaques d'une mouche piquante, communément appelée mounmout, un insecte qui était longtemps présent dans leur environnement, mais qui aujourd'hui les empêche de vaquer normalement à leurs occupations. Ces populations se plaignent également pour leur santé. Ekoka Lobé et Kediara. Pour ceux qui ont visité la Sanaga-Maritime et ses environs, il est impossible de n'avoir jamais entendu parler du moutmout, du nom de ce moucheron piquant, fortement répandu dans le département et à l'origine de nombreuses agressions de la peau. Pourtant, si les riverains ont toujours été habitués à sa présence, ils assistent depuis quelques semaines à une véritable invasion de l'insecte. C'est un phénomène qui va grandissant au fil des ans. Chaque année, on constate qu'il y a plus de moutmout que l'année passée. Cette année encore, c'est très très grave. Les gens ne parviennent même pas à vaquer dans leurs occupations champêtres parce qu'il y en a tellement. Les gens restent dans les chambres, dans leurs moustiquaires, attendent la tombée de la nuit. Ils ne peuvent pas aller aux champs. Parce qu'il y en a tellement. Il n'y a malheureusement pas que les activités champêtres à être freinées par cette invasion d'un autre genre. Les élèves aussi en sont des victimes. Ça gratte et ça nous empêche de bien suivre les cours et ça se pose sur notre corps et on commence à taper, comment ça nous gratte. Les petits boutons commencent à sortir sur notre main. Toute chose qui a un effet sur leur concentration. Le secteur du tourisme est lui aussi touché par cette invasion. Nous avons des visiteurs qui arrivent à visiter la réserve, mais l'un des freins à l'activité touristique, surtout en cette période-ci, entre la transition saison et saison pluvieuse, il y a le développement des moutmouts qui se passe ici dans la basse Sanaga. Et il faut dire que ces moutmouts-là s'observent dans le lac Ossa et aussi tout au long du fleuve Sanaga en cette période-ci. Et également, elles ont pour impact, c'est que les touristes ne peuvent pas bien se mouvoir avec ces moutmouts qui essaient de picoter les gens et tout et tout. Mais également, nous pouvons dire que c'est un grand frein à l'activité touristique sur le long de la Sanaga et dans tous ces bas Sanaga. Alors, pour se défendre, les riverains rivalisent de malice. Ils achètent soit des insecticides, soit des crèmes anti-moustiques. Bon, pour se protéger. Mais bon, quand on n'a pas les moyens, on fait avec ce qu'on a. Par exemple, porter des écharpes, se couvrir le corps avec des écharpes, des vêtements à longue manche ou bien des chaussettes. Rajoutez à cela les méthodes et astuces de grand-mère qui consistent à fabriquer des repulsifs naturels à l'aide de l'huile de palmiste et du citron. Seulement, il s'agit là des formules qui ne fonctionnent que partiellement car certaines parties du corps restent malgré tout exposées et à force de piqûres, des problèmes de santé surviennent. Ils peuvent provoquer des maladies comme les maladies cystées des rivières qu'on appelle hysterocampylococécose, qui se caractérisent par des manifestations cutanées, du genre des mangeaisons, des petits bosses au niveau du corps, des petites cicatrices, et des manifestations oculaires, comme les yeux rouges, les larmes, qui peuvent même entraîner la cécité. Las d'utiliser des moyens de fortune pour se mettre à l'abri, les riverains se sont retournés vers des associations en vue de combattre scientifiquement la simulie, une action plutôt mal vue par le gouvernement. Nous avons discuté avec quelques associations de riverains qui pensaient mener un combat à travers l'introduction d'un insecte qui pourrait combattre la simulie, mais nous leur avons demandé de faire très attention avec ce type de pratique parce que cela pourrait avoir un impact soit sur l'environnement, soit sur l'agriculture. Donc il vaut mieux attendre une étude que le gouvernement ne manquera pas de commettre. Nous interpellons également les sociétés industrielles et agro-industrielles parce que de temps en temps, Alucam, Eneo et les autres procèdent à un traitement du lit de la Sanaga et
on sent une accalmie au niveau de ce phénomène-là. Je vous remercie. En attendant la mise sur pied de solutions durables, le ministère de la Santé lance chaque année un programme de prévention axé sur la distribution d'un médicament phare, appelé le Mectizan. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui accepte de s'y soumettre. Nous avons remarqué lors des précédentes distributions du Mectizan que les familles ont encore certaines réticences à boire ce médicament qui vraiment aide beaucoup pour cette maladie. La distribution de Mectizan pour le compte de cette année n'a pas encore commencé, mais les autorités font savoir que la couverture étant d'1 an, les riverains qui se sont soumis au traitement l'année passée n'ont donc pas de souci à se faire. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with one of our lead stories. John Frundi, the national chairman of the Social Democratic Front party, has been released. The SDF party says the chairman was kidnapped this morning in Kumbu, chief town of the Bui division, northwest region of Cameroon, at the head of a convoy that accompanied the remains of late Honorable Joseph Banasem King, Social Democratic Front Party's parliamentary group leader. The shadow cabinet minister of communication for the Social Democratic Front Party, Jean-Robert Wafo, confirms that the chairman is safe and sound in Kumbu in the Bui division, together with some members, supporters and sympathizers and bigwigs of the Social Democratic Front Party. He also reveals that the chairman's convoy was subjugated to several checks at multiple checkpoints mounted in some places by unidentified armed individuals and in some places by the Cameroonian Defense and Security Forces. He also indicated that the chairman was released after some negotiations between the SDF party and the kidnappers. The kidnapping of the chairman of the Social Democratic Front Party came less than 24 hours after the kidnap of Senator Emilian Keze of the same political party, who equally doubles as vice president of the Senate in Cameroon. She is still under captivity, according to the shadow cabinet minister of communication for the Social Democratic Front Party. It should be noted that Honorable or Senator Emilian Keze was picked up yesterday in the Northwest Regional Chieftain Bamenda as he went to take part in the funeral ceremony of Honorable Joseph Banasem. And late Honorable Joseph Banasem, who is SDF party's parliamentary group leader, has been laid to rest in his native Kumbu in the Bui division, northwest region of the country. The burial of this member of parliament began with SDF party's special honors at the residence of the party national chairman, John Frundi, in the northwest regional chieftain Bamenda, precisely at the Ntariko neighborhood of Bamenda. Mbustela tells us more. At the Tarinkon residence of the national chairman of the Social Democratic Front Party, the flag is hung at half-mast. They are in tears for the loss of a son, father, friend, parliamentarian and parliamentary group leader, Honorable Banasem Joseph Lukong. Not even the wind could wave the flag hoisted this day. A mass in his honor was offered at the Tarinkon residence of the party's national chairman. In his homily, Reverend Father Humphrey Tatambwe had the following message for the mourners. It is worthwhile reminding ourselves that a human being is not just any animal. He is different. You have a dignity, others have a dignity. Respect the dignity of others. We make the mistake sometimes of thinking that because I've got a certain post, then I am more than another human being. Unfortunately, we are all dust, and into dust we shall all return. Proud to this day, there has been social media rumors that the late Honorable Member of Parliament may not be laid to rest in his native hometown due to the insecurity. While addressing mourners, the party's chair decried the recent twist to what is today qualified as the struggle. Yesterday we start for due decorations because when for Polygy's compound before they bring the remains of Joe, they come abduct
vice president of Senate just for corner here. As he come out here, say me wrong, go market, go pick some things. And people, they criticize me, say, I don't begin talk ill against Ambazonia. If Ambazonia don't turn at thieving, abducting people for seize money, then that's not the cause I stood for. Because in the court in Yaoundé, I tell the judge, say, my lord, this is not the unification we voted for inside the court. And I warn them, say, I shall never come to a court again. Also confirmed is news that the Vice President at the Senate, a member of Parliament of the Social Democratic Front Party, the National Chairman's brother, and one of his workers abducted are still in captivity. Now when I talk for my brother and 2 workers be abducted, they did for the camp of Amazonia. So when I go understand the kind of situation where I find myself in, where I know if I prepare myself for receive Joe the way my heart tell me. The gap created by the death of a man who many have described as humble and ever ready to work towards the development of the society is irreplaceable. The late Honorable Banazem Joseph Lukong was the SDF parliamentary group leader from 2007 until his demise on March 30th following a brief illness in Yaoundé. He leaves behind a wife, children, friends, family to mourn for him. And the Secretary General of the Bamenda Provincial Episcopal Conference has regretted that the Anglophone crisis continues to deepen further in the 2 English-speaking regions of the country. The Reverend Father, that is Bishop Agapitus Afon, who is equally the Bishop of the Kumba Diocese, was speaking recently in Buea, chief town of the southwest region of the country, during a ceremony to lay the foundation stone of the Secretariat of the Catholic Men's Fellowship. We have details with Derek Jato in Buea. On a 2,000-meter square, Bishop Agabitus Fon, Bishop of Kumba Diocese, who doubles as the Secretary of the Bamenda Provincial Episcopal Conference, is laying a foundation stone, a 300 million worth project to host the National Secretariat of the Catholic Men Association, CMA, here in Moleko Buea, the Southwest Regional Capital. Apart from the funds these men will be contributing to realize their secretariat, Bishop Agabitus Fon also told them that the nation needs their contributions now more than ever to bring back peace in the trouble-hit northwest and southwest regions of Cameroon. Some of you are in very key positions that you can influence those who are to take decisions to make life good and beautiful for the people, especially in the northwest and southwest regions. Play the role of St. Joseph. The man of God later paints the picture of the state of the Anglophone crisis. Every day, the numbers are adding. Numbers are adding. Many people are losing their lives. Houses are being burnt down. And they all look to the church. They look up to the church. Our houses are more or less now like charity organizations. There's not a day. Yesterday, I was with Bishop Bushu. After the ordination, he did not rest. People were coming in and out, in and out. Before we left the house this morning, there was still somebody knocking at the window of the car when we were about going, still presenting a difficulty. That's what we are going through. We cannot meet up with all this without you. Mr. O.K. Johnson Doe, the national president of the Catholic Men Association, said this secretariat stand for peace. Let me tell you, the CMA, in the heart of this, had carried on a 9-day novena for peace in this country. And we know that with this secretariat, this project coming, it will help us, because part of it is to pray for peace. That's one of the major activities, spiritual activities that the CMA is carrying. And now that the foundation has been laid, CMA members have as target to see their secretariat project completed within the expected time frame. It should be noted that he was speaking during a ceremony to lay the foundation stone of the construction of the Secretariat of the Catholic Men's Association. We move over
to the central region of Cameroon, precisely in the Leke division town of Obala, where sons and daughters of the town of Obala have decided to put into practice the concept of living together. They decided so during a crisis meeting that was chaired by the senior divisional officer for the Leke, Simon Patrick Kamsu, recently in Obala. And of course, it should be noted that the crisis meeting came after some love problems rather provoked or triggered clashes in Obala that led to the killing of a Cameroonian. We have more with Smart Njikan Gabriel. Life has returned to normalcy in Obala after the horrible scene that was witnessed in the town within the week. Sons and daughters of the town have decided to reinforce the concept of living together. We have to collaborate with the other communities to strengthen living together. The Bible itself said it, everyone should be up on his feet. I'm glad everyone asks for pardon. Presided by the senior divisional officer of Lekie, the gathering ended with several resolutions which all were geared to instilling peace in Obala. We all have recognized our mistakes. We should apply the instructions, particularly that concerning the vigilante groups. Celle qui concerne la redynamisation des comités de vigilance. We are going through hell here, Mr. Senior Divisional Officer. If you like, come here in the evening. You will realize that the rate of insecurity is high, that even sending a child is a problem. All present at the crisis meeting went home with the resolutions taken. As one person, we shall fight against tribalism in our different communities who have been living together for years now. Put in place an advisory body whose role is to calm down tempers of different ethnic groups in Obala. Et de prévenir ou de modérer les tensions entre les différentes communautés sociologiques qui composent la localité d'Obala. The senior divisional officer of Lekie again used the occasion to warn against the illegal sales of hard drugs like tramadol. C'est aussi pour faire, j'insiste à nouveau, la lutte contre la vente illicite des médicaments. Apart from hard drugs, the sales of alcoholic drinks to underage and urban disorders are some of the things that authorities in Obala will have to fight against for them to keep away the ugly incident that occurred in Obala last Wednesday, leaving 1 person dead and 12 persons injured. From the central region of Cameroon, we move over to the far north region, precisely in the Mayo-Sava division and in Kolofata subdivision, where inhabitants of Kolofata are fighting hard to come out of the challenges inflicted on them by the Boko Haram terrorist group. They say education, which is one of the sectors of life hard hit by the Boko Haram activities, will be their special focus as of now. The resolutions came in a council meeting of the Kolofata Municipal Council. We have more in the following report. And of course, we shall be coming back to that report from Kolofata in subsequent edition of the news on Equinox Radio. We take you to Dizange, that is in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region, to see how the people are suffering as a result of what they say the prevalence of midges. Immaculate Fogwe tells us more. The prevalence of midges in Dizange in the Sanaga Maritime Division in the Littoral region is posing a great threat on the health of the inhabitants living in the area. When you go back home, it can distract you from doing something. You'll be scratching your body. It can give you illnesses like malaria. In our school campus, you can be in class studying. Midges bite you, and when you hit it, you see blood everywhere on your hands. And we are facing a lot of problems, especially at this season, the rainy season, where we have a lot of midges, which disturb us a lot in our in class, in the environment. Everywhere is so uncomfortable because
Everywhere you go, you find the midges biting you. There's nowhere you can hide from them. In class, it's very difficult because the students... Health complications are not the only consequences of the prevalence of midges, as it has equally hampered the understanding of lectures by students of that locality. The objectives are not attained because you find out that after the lesson you ask the student, have you understood? Yes, we have understood. But when you ask them questions, you find out that they have not understood anything because they kept hitting their body and not paying attention to the teacher. Sometimes when I'm in class teaching, a student find midges on my body and he or she will leave his seat, comes to me and hit me on the face in order to kill the midges, with the midges biting me. They have adopted alternative means of prevention, like wearing dresses that cover the whole body. We even have to use local preventive moves. For example, you see we wear long sleeves and wear socks because we can't do without them. But yet, they still bite us. It doesn't prevent them from biting us. It goes through the dresses and it bites us. Or we also use creams. There's some creams which prevent them from biting us. But when you rub them, after like 2 minutes, it comes back. So we don't really know what to do anymore. It's really, really uncomfortable. And we really think something should be done about it. If not, I don't know how we are going to do. Because the student, it makes the lesson. They are calling on government authorities to come to their aid by addressing the problem. We plead on the government to help us fight against the midges in our school, because whenever we are in class we can't follow up. Whenever we are in class we can't follow up because the midges beat us the way we can't concentrate for what our mother is teaching us. So we plead to the government to help us and send drugs that can prevent us from the midges in our school. While they await on the authorities to do something fast in combating the prevalence of midges in their area, they continue to live the consequences. That's it for this edition of the news. Thank you for staying with Equinox Radio. We are wishing you a happy weekend. Nadine Yambo, we are wishing the happy weekend to all the... Merci Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.